Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre autour du livre Transition de genre, co-dirigé par Bernard Gols et Kevin Iridje. Ce livre aborde avec profondeur et sensibilité un sujet complexe et délicat, celui des transitions de genre, et invite à une réflexion nuancée et ouverte. Bernard Gols, pédopsychiatre et psychanalyste reconnu, est le fondateur de l'Institut contemporain de l'enfant. Son travail auprès des enfants et des adolescents éclaire de manière unique les enjeux psychiques liés aux transitions de genre. À ses côtés, Kevin Iridje, psychanalyste et directeur de la revue Carnet Psy, nous offre une perspective riche en questionnement et en nuances. Son engagement éditorial et clinique contribue à enrichir notre compréhension des idées de genre. Dans l'avant-propos de leur ouvrage, les auteurs nous rappellent la nécessité d'aborder ces questions avec prudence, justesse et ouverture. Il dénonce les simplifications, les clivages idéologiques qui risquent de nuire à la qualité des soins et de l'écoute envers les personnes en demande de transition. Cet ouvrage se distingue par la diversité des voix qu'il rassemble. Nous avons 16 auteurs qui ont contribué à cet ouvrage. Nous avons des psychiatres, pédopsychiatres, psychanalystes, psychologues, endocrinologues et chercheurs, tous unis par le désir de comprendre et d'accompagner ces parcours de vie avec respect et bienveillance. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Bernard Gols et Kevin Iridje pour discuter des réflexions et des débats que soulèvent les transitions de genre, notamment sur les enjeux éthiques liés au consentement des jeunes patients et à la compréhension psychanalytique de l'identité transgenre. Je vous invite donc à un échange ouvert et enrichissant avec nos invités. J'espère que cette discussion vous permettra d'approfondir votre compréhension et de nourrir votre réflexion sur ces sujets d'actualité. Je vous donne la parole, Bernard ou Kevin. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Merci. pour Super, mais votre... c'est Kevin qui va commencer, je crois. Oui, je vais commencer. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence et pour l'intérêt que vous avez porté à ce livre. Je propose pour discuter que je vous présente en une quinzaine ou une vingtaine de minutes quelques-uns des éléments du livre. Et puis ensuite, Bernard Gols abordera d'autres questions autour de l'identité, notamment de l'identité sexuée. Et ensuite, on aura un temps pour les questions. Je vais vous faire passer des slides Je vous partage mon écran et mes slides pour que vous puissiez suivre aussi ce que je vous ai préparé. Voilà, c'est là. Vous voyez tous l'écran? C'est bien, c'est bien. C'est bon? Ouais. Alors, ce livre est parti d'un constat qui était, enfin, éditorial d'abord de mon côté, qui était que on assistait à une multiplication des ouvrages sur le genre et sur les transitions de genre, avec des opinions qui étaient polarisées ou parfois un peu idéologiques, qui nous semblaient excessives dans un sens ou dans un autre, et qui nous paraissait important aujourd'hui pour les cliniciens de parvenir à fédérer un collectif qui était pluriel pour aborder ce sujet qui n'était pas encore complètement stabilisé du point de vue de la théorie et de la pratique, avec différentes voix. Donc on a souhaité partir de l'idée de soutenir les personnes concernées quand elles souffraient, mais en même temps de pouvoir questionner le sens et la fonction des transitions, ce qui n'est pas toujours le cas, de pouvoir évaluer également l'efficacité et le séquençage des traitements, et d'examiner leur pertinence dans la clinique des transitions au sens large, en tenant compte des questionnements sur le genre et des transitions de genre à part entière. Le principe, et ce qu'on rappelle en introduction, c'est que ce sujet suscite une sorte d'obsession causale, et il est un peu dommageable pour les patients et pour le débat clinique que nous avons de chercher à immédiatement trouver une étiologie aux transitions de genre. Je crois qu'il faut travailler avec les patients et pas sur eux, c'est-à-dire que ce ne sont pas des cas qu'on observe de loin, mais on s'est montré, en tout cas dans l'ouvrage, tous très engagés dans l'allègement de la souffrance, souffrance extrêmement aiguë pour certains, et également dans une réflexion clinique sur ce que ces patients nous faisaient vivre en tant qu'analystes ou thérapeutes. Alors, l'introduction réunit, disons, le livre réunit quatre grandes parties. La première, c'est une réflexion sur la pensée du genre, c'est-à-dire la discussion entre la psychanalyse et les pensées ou les études sur le genre.
La deuxième partie, à proprement dit, aborde la question des transitions en tenant compte des facteurs socioculturels et de leur contexte. Une troisième partie propose des hypothèses psychopathologiques contradictoires, puisque Nicolas Théa et Serge Effez apportent deux visions assez différentes de l'interprétation qu'ils en donnent. Et en matière de prise en charge, trois cliniciens, dont une anglaise qui a beaucoup travaillé à la Tavistock Clinic, abordent la question de la prise en charge et notamment de la séduction exercée par les patients ayant des questionnements de transition sur les thérapeutes ou les analystes. Alors, le constat général, c'est que depuis 20 ans, une nouvelle forme de souffrance émerge, particulièrement chez les jeunes, et elle s'exprime sur le plan manifeste comme un choix. Mais en raison de notre référentiel, tous les auteurs de cet ouvrage ont pris le parti d'interpréter la question de la transition et des questionnements sur le genre à partir de l'efficacité des défenses face à l'angoisse, et notamment à une angoisse adolescente, angoisse pubertaire. Tous reconnaissent également la variabilité des demandes, qui ne sont pas du tout homogènes, et justement qui mettent en difficulté aussi une approche trop causale ou trop systématique. Les demandes vont d'une intolérance très radicale sur le sexe de naissance à des questionnements beaucoup plus diffus, qui sont pris dans une réflexion queer, et parfois avec une créativité qui est tout à fait surprenante et inattendue, qui montre aussi des différences de génération très fortes entre les cliniciens et leurs patients. L'idée centrale de tous les auteurs, c'est qu'il n'y a pas de pathologie propre aux transidentités, mais certains auteurs vont situer la question plus du côté de la normalité, et d'autres, évidemment, vont mettre l'accent dans le continuum sur la pathologie et sur les comorbidités psychiatriques. Mm. Alors, l'idée aussi qui est intéressante de cet ouvrage, c'était de partir du principe que peut-être, un peu comme la psychanalyse puis les neurosciences l'ont fait, peut-être que la question de la transition est une nouvelle façon de dire la souffrance aussi. On a parlé avec un certain langage en tant que psychanalyste, les neurosciences parlent avec un autre langage, et il semble qu'aujourd'hui un nouveau langage apparaisse aussi, qui est le langage de l'identité, qui est parfois déboussole par justement les signifiants qu'il fait apparaître pour les soignants. Alors, le point de départ, c'est quand même de regarder la prévalence du phénomène. Disons que toutes les études convergent pour dire que, effectivement, la prévalence des personnes trans depuis, disons, 15-20 ans a très fortement augmenté en pourcentage. Les demandes ont doublé pour la Tavistock entre 2014 et 2016. Pour les États-Unis également, on a parfois une multiplication x10. Mais néanmoins, en France, avec les chiffres dont on dispose, je parle bien des transitions, des demandes de transition, le taux de séjour hospitalier reste bas et en valeur absolue, le nombre de personnes concernées est assez faible. Néanmoins, on assiste également dans les tendances à un rééquilibrage, disons, puisque la prédominance F2M et devient aujourd'hui dominante par rapport à ce qui était le cas pendant très longtemps, c'est-à-dire M2F. Alors, cette grande variabilité et toutes ces statistiques, elles sont très difficiles à prendre pour argent comptant dans la mesure où on ne compare pas les mêmes données. D'abord parce que, je vous l'ai dit, on parle uniquement de transition, de démarche de transition, mais néanmoins, on ne compare pas des choses qui sont égales, puisqu'il faudrait distinguer les demandes de consultation spécialisées, les consultations non spécialisées, l'aboutissement d'un parcours en France, à l'étranger, les interventions chirurgicales abouties ou non, si bien qu'en fait, les études sociologiques montrent qu'on a un très grand éclatement et émiettement des parcours et des trajectoires, qui fait que le critère principal qu'on doit retenir, je pense, en tant que clinicien, est d'abord celui du ressenti. Et c'est ce que demandent les patients. Au fond, ils disent que qu'ils soient en questionnement sur le genre ou dans une démarche de transition affirmée, ils souhaitent que leur ressenti soit pris en compte, ce qui n'est pas toujours le cas, ou en tout cas pas suffisamment à leurs yeux. Alors, dans l'histoire des idées, puisqu'on a fait quand même un travail documentaire sur l'histoire des idées, on observe que, bon, disons que la question des transitions de genre a beaucoup intéressé la sociologie et la psychiatrie dans les années 60-70. À partir du DSM-3, le terme de transsexualisme apparaît, il est classé comme pathologie, et progressivement, on va assister à un mouvement de dépathologisation que vous connaissez, qui va insister davantage sur les caractéristiques identitaires
les ressentis et va prendre un langage un peu différent, puisque le terme de transsexualisme va disparaître en faveur de transidentité, puis des transidentités, et on parle même aujourd'hui souvent de transidentification. Le ministère de la Santé a complètement aboli le terme de transition de transsexualisme et considère que ça ne relève plus de la pathologie. Alors, face à ce constat, on peut quand même être critique et se demander, au fond, nous, en tant que cliniciens, avec les référentiels qui sont les nôtres, comment comprendre qu'il y ait dépathologisation, mais pas démédicalisation, puisque un certain nombre de patients demandent à ce que les parcours soient remboursés. On peut aussi comprendre la dépathologisation avec des degrés différents, en considérant que du point de vue social, disons, et conscient, ça soit tout à fait admissible, mais qu'il y ait une dimension inconsciente quand même très conflictuelle dans certains parcours. Je crois qu'il faut pouvoir tolérer la coexistence de deux niveaux d'analyse qui sont un peu différents, ceux de la sociologie, disons, des sciences sociales, et ceux de la psychiatrie, de la psychopathologie et de la psychanalyse de l'autre. Alors, le grand phénomène marquant, c'est que, disons, depuis 10 ans, les études de genre entrées en France, le mouvement MeToo, la reconnaissance des droits pour les personnes LGBT, ont conduit à réagencer de façon totale les configurations imaginaires et symboliques autour de la différence des sexes. Cette différence, vécue et vue comme hermétique, avec des domaines réservés aux hommes et aux femmes, s'assouplit énormément et les patients font apparaître de façon très explicite des critiques des formes du surmoi social et des normes en matière de différence des sexes. Ils contestent la binarité, ils contestent ce qu'ils appellent l'hétéronormativité, parfois avec une dimension politique qui est extrêmement présente pendant les consultations. Et on peut se dire qu'au fond, c'est devenir trans, c'est-à-dire cette réflexion-là, qui est un peu à l'entrecroisement entre le fantasme et la demande, peut être perçue comme une forme de compromis entre des désirs subjectifs, des identifications et des contre-identifications parentales, le désir de l'autre, les normes sociales. Et donc, au fond, bon, il y a aussi un discours qui ne relève pas de la transition de genre, mais du questionnement sur le genre, qui peut être très présent, parfois envahissant pour certains patients, et qui échappe un petit peu à certains cliniciens où on peut se sentir perdu parfois face à des termes et à des patients qui ont des convictions politiques, militantes très fortes et qui semblent un peu nous dérouter dans les premiers entretiens. Alors, dans cet ouvrage, disons que l'état des lieux et puis le référentiel qu'on a adopté, bon, il part du principe qu'au fond, la transition, la première transition, c'est bien sûr l'adolescence. Et qu'il faut pouvoir considérer les transitions de genre comme étant inscrites au sein d'une transition à part entière, qui est celle de la puberté d'abord, et de sa potentialité traumatique. Adesso così c'è solo il microfono con la camera Alors, spenta. vous pourriez fermer votre... Merci. Alors, la puberté est un moment de rupture traumatique qui entraîne une passivation du corps, avec pour certains patients une forme de dysphorie pubertaire dont le genre n'est qu'une seule expression. On le voit en consultation où on perçoit très bien à quel point les angoisses concernant le corps et la monstruosité parfois du corps, souvent chez des jeunes femmes, chez des jeunes filles, ça se présente de façon assez précoce comme signe pour elles, font apparaître des comportements ou des attitudes contradictoires avec d'un côté une identification très forte, de l'autre des formes d'opposition, d'un côté une objectalisation et en même temps de l'autre côté des tentations de désobjectalisation et de retrait, d'un côté des solutions très rapides et en même temps un appel à l'aide qui relève d'un au-delà de la solution simplement médicale. Donc on sent bien que immédiatement que la problématique adolescente est extrêmement centrale et peut-être davantage même que celle qui concerne immédiatement l'identité sexuée. Alors, face au débordement traumatique, le premier constat des auteurs, c'était de considérer qu'effectivement, la transition ou les transitions, ou qu'on peut aussi entendre comme un fantasme de transition, pouvait être compris comme un mode de traitement spécifique de l'angoisse qui permet de fixer un certain nombre de vécus informes ou en suspens sur des représentations précises. La deuxième interprétation qui apparaît dans cet ouvrage, c'est que effectivement la question de la transition peut être une façon de contourner l'angoisse de castration en refusant notamment le renoncement
que l'adolescence impose à une position identificatoire et sexuée plutôt qu'une autre. Je crois aussi que les auteurs se sont accordés pour dire que on pouvait interpréter cette angoisse non pas uniquement comme narcissique, mais aussi comme une angoisse qui pouvait avoir des composantes névrotiques et oedipiennes, puisque la question de la transition, et notamment le désir de neutre qu'on peut voir apparaître chez certains patients, met à distance un certain nombre d'objets internes excitants. Alors pour tout ça, au fond, l'idée c'est que la transition, en tout cas le discours manifeste du patient, puisse être considéré vraiment comme une défense face à des angoisses de séparation pour se maintenir dans des corps d'enfants, et qu'au fond la question qu'on peut se poser, qu'on a à se poser, elle est de savoir si ces défenses sont efficaces ou non. Est-ce qu'elles sont transitoires ou durables? Est-ce qu'elles sont fixées ou pas? Est-ce qu'il y a une mobilité ou non? Au fond, le critère n'est plus transition ou pas, mais il est quantitatif. Et je crois que là, l'approche économique peut être très importante pour les cliniciens, et je crois que tout le monde le sent avec ces patients-là. Alors, au fond, l'idée qu'on s'en est fait, c'était que on est parti avec Bernard Gols du principe qu'il ne fallait pas rejeter par principe une voie de résolution du conflit plutôt qu'une autre. Et qu'au fond, parfois, dans certains cas, avec un certain nombre de risques suicidaires et de comorbidités qui sont très très présentes, il arrive que nous n'ayons rien d'autre à proposer aux patients. Et donc, l'idée était dans cet ouvrage de proposer une réflexion sur le bon soin à proposer dans les bonnes circonstances qui sont adaptées aux patients, sans dire a priori non ou a priori oui. Parce que, comme le montre un certain nombre de cas cliniques, il arrive que, au fond, aboutir à une transition de genre et la mettre en œuvre soit la seule solution face à un traumatisme extrêmement présent, une emprise imagoïque, une communication paradoxale ou un attentat sexuel de la part des familles, un deuil, comme le montre très bien Serge Effez. Et donc, au fond, qu'on puisse aussi considérer avec une forme d'indulgence les soignants qui se sentent mis en situation de devoir proposer aussi une transition sans les juger et les accabler, comme parfois ça se fait dans le milieu sur le sujet. Alors, notre plaidoyer, évidemment, il était néanmoins de partir de l'idée que le premier traitement de première intention n'est pas celui du traitement, disons, hormono-chirurgical, mais ça serait un traitement en termes de psychothérapie, avec l'idée que, bien sûr, l'identité est ancrée dans l'instant et dans l'histoire, que la psychopathologie, elle passe de l'un à l'autre, et qu'au fond, notre travail consiste à pouvoir différer, avec un A, au maximum l'action le passage à l'acte dans un délai aussi long que possible pour permettre aux patients d'élaborer le conflit. Donc, on ne discrédite pas l'action, et un article de Jean Chambry montre très bien que la psychiatrie peut proposer des choses à ses patients, mais néanmoins, on plaide en première intention pour que la différence et l'élaboration puissent avoir lieu. Alors, je crois que la conclusion de cet ouvrage, c'est vraiment que ces patients nous mettent face à un certain nombre de difficultés contre-transférentielles extrêmement nouvelles et fortes. Elles relèvent, parce qu'elles relèvent comme les scarifications, comme un certain type de troubles du comportement alimentaire, de ce qu'on a appelé les pathologies de l'exhibition, qui ont pour but de faire vivre au clinicien et de lui faire vivre, de lui faire voir un certain nombre d'éléments qui sont très perturbants, qui peuvent être traumatiques aussi pour le clinicien. Et donc que la question qui est centrale, elle est de ne pas tomber vers ce que Nikolai Evzonas appelle dans le livre, en toute fin du chapitre, dans une dysphorie de l'analyste. Il répond à la dysphorie, disons, de genre par le risque d'une dysphorie de l'analyste, en montrant que dans certaines situations, des passages à l'acte de type suggestif ou avec des binarismes très forts peuvent apparaître dans des consultations ou dans certaines supervisions. Et je crois qu'il est important qu'on puisse élaborer effectivement du côté du contre-transfert, parce que c'est la seule solution possible pour tolérer effectivement un certain nombre d'éléments qui sont intolérables pour les patients eux-mêmes. Alors, finalement, l'idée du livre, c'est de ne pas concevoir notre rôle comme un bras de fer. Moi, j'ai entendu certains collègues dire que dans certaines consultations, au moment où le patient voulait entreprendre une transition, il y avait comme un bras de fer qui se mettait en place. Je crois que c'est une voie qui est risquée.
et qu'au fond, on peut écouter la demande comme une adresse expressive et ne pas se laisser attraper justement par les représentations de but des patients, mais plutôt essayer de porter secours à ce qui fait peur, au fond, de faire notre travail en tenant compte de la transition et en essayant de l'entendre comme un fantasme. C'est difficile, mais finalement, c'est peut-être l'issue la plus saine pour le patient et pour le thérapeute. Donc, je vous invite vivement à consulter cet ouvrage. Et puis, si vous souhaitez ensuite nous faire part de vos remarques, on est tout à fait à l'écoute à la suite de l'intervention de Bernard Gols. Je vous remercie. Merci Kevin. Je prends un peu la suite là. On m'entend bien? Vous m'entendez bien? Sylvain, on m'entend bien? Oui, Ah, on vous entend bien, on vous entend bien. D'accord. Donc bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, un grand merci à Marie-Françoise Sacrisper aux éditions RS pour nous avoir invités donc, dans le cadre de ce lundi à parler de cet ouvrage collectif. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir et d'intérêt à préparer cet ouvrage avec Kevin, qui en a été le maître d'œuvre en réalité. Et on était tous les deux d'accord pour dire que la question n'était pas du tout de chercher un consensus ou de plaire à tout le monde, mais d'essayer de faire un exposé un peu calme et informatif des différentes positions théorico-cliniques. Je dois dire d'ailleurs que dans le cadre des rencontres de l'Institut contemporain de l'enfance, on a eu l'occasion un petit peu d'aborder ces questions aussi, et que parmi les gens qui ont suivi le séminaire, enfin le Zoom, le webinaire plutôt, certains qui étaient arrivés peut-être un peu angoissés ou hostiles par rapport à ce qui pouvait être dit, ont dit non, ben là on a créé avec ce livre un espace de pensée un tout petit peu apaisé par rapport à une problématique qui, vous le savez, chacun le sait bien, est assez rapidement intense et passionnelle. Voilà, donc il ne s'agit pas d'être sur une posture lénifiante, mais d'essayer d'être dans une posture un petit peu tranquille. Et moi, aujourd'hui, je voudrais insister surtout sur trois points développementaux, un petit peu basiques, mais qui m'aident personnellement à penser les choses. Quand on pense point développementaux, on se dit que peut-être j'aurais pu prendre la parole avant Kevin. Eh ben, je crois que c'est mieux comme ça. D'abord qu'on ait un peu tous le livre et la structure du livre en tête, et puis après que j'évoque trois points de l'ontogénèse, du développement qui me paraissent intéressants par rapport à à ces questions d'identité de genre et de transidentité. Voilà, alors le premier point, c'est de rappeler, moi c'est des points qui m'aident. Alors, à clarifier un petit peu ma pensée des choses. Bon, c'est évidemment des problématiques extrêmement complexes, mais voilà, moi je garde quand même certains points de repère dans ma tête. Et je reste attaché, premier point, à l'idée des trois niveaux qui composent l'identité sexuée, ce que j'ai eu l'occasion donc de dire dans l'un des chapitres du livre. Mais là, ce soir, je voudrais rattacher ça un petit peu aux deux registres de l'être et de l'existence, hein. Les trois niveaux de l'identité, c'est pour moi l'identité sexuée, qui renvoie à la sexuation de l'espèce, au fait qu'il y a deux sexes principaux dans notre espèce, sur le plan biologique et génétique, XX, XY, voilà. C'est quelque chose d'endogène qui ne passe pas par la rencontre spécialement avec l'objet, qui renvoie à la sensorialité. Un petit garçon va vivre son corps sans même savoir que d'autres enfants au début vivent, les bébés garçons vivent leur corps de bébé garçon sans même savoir qu'il y a des bébés filles qui vivent autre chose. Les bébés filles vivent leur corps de petite fille sans même savoir qu'il y a des bébés garçons qui vivent autre chose. Je parle des tout débuts de la vie. Là, l'identité sexuée, c'est ce qui préside à l'organisation somatique. Voilà, pour moi, c'est du côté du registre de l'être. L'être et l'existence, c'est deux registres que je distingue dans mon esprit par rapport aux travaux de Winnicott, bien sûr, le sense of being.
Voilà, le registre de l'être, il est préobjectal, il ne passe pas par la rencontre avec le travail psychique de l'autre, avec l'objet, c'est vivre le fait d'être vivant, c'est éprouver ses sensations, vivre sa sensorialité. Quand on a un corps de bébé garçon ou un corps de bébé fille, c'est l'identité sexuelle. Bon. L'identité sexuelle, c'est tout à fait autre chose, bien sûr. Ça renvoie au choix d'objet au choix d'objet du désir sexuel qui va s'organiser pour aboutir à un choix homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, alternant. Pour moi, c'est quelque chose d'assez intermédiaire entre le registre de l'être et de l'existence, parce que sans doute dans ce choix, qui n'a d'ailleurs de choix que le nom en réalité, parce que c'est des choses qui s'imposent à nous au décours de la puberté en particulier. Bon, pendant l'adolescence, c'est vrai qu'il peut y avoir, de la part de certains adolescents, la démarche d'une espèce de choix conscient d'aller explorer des expériences homosexuelles ou hétérosexuelles pour voir un peu de quoi ça retourne. Mais sinon, notre choix d'objet sexuel en tant qu'adulte, bah, c'est quelque chose qui est le fruit de notre histoire, qui s'est imposé à nous. Il y a une part probablement qui vient du dedans, endogène, du côté du registre de l'être, et puis une part qui dépend de l'objet et de la rencontre avec des objets différents. Là, on est déjà dans le registre de l'existence. Et le troisième niveau, identité sexuelle, évidemment, le troisième niveau, c'est l'identité de genre. Alors là, totalement du côté du registre de l'existence, puisque c'est l'objet qui va nous assigner un rôle masculin ou féminin dans une société donnée à un moment donné de son histoire. Donc c'est vraiment une identité qui nous vient en très grande partie de l'autre. Voilà, déjà ça c'est le premier point enfin, développemental, oui, enfin, identité sexuée, identité sexuelle, identité de genre. Voilà, je ne veux pas m'accrocher de manière rigide à tout ça, mais ça m'aide quand même un petit peu à penser les choses, et avec ce gradient hein, qui va du registre de l'être au registre de l'existence. Voilà, le deuxième point de développement dont je n'arrive pas à me défaire, c'est quand même, et Kevin l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est l'importance de l'histoire. L'importance de l'histoire dans la construction d'une personne, d'un sujet. Et alors c'est quand même assez intéressant parce que le fait que la psychanalyse et les psychanalystes soient en grande partie chassés des débats sur l'identité de genre et sur la question de la transidentité, alors même que c'est la psychanalyse qui a introduit le concept de bisexualité psychique, cette évacuation, il raconte, je crois, quelque chose de la problématique de la transidentité elle-même. Alors sans doute chaque cas est singulier et c'est toujours difficile de faire des généralisations, mais quand même, chez un certain nombre d'adolescents en transition, on rencontre cette idée, je la caricature peut-être un petit peu, c'est pas comme ça dans tous les cas, mais parfois on a vraiment le sentiment d'avoir quelqu'un qui nous dit, je suis ce que je dis que je suis. Voilà, je dis ce que je suis. Je suis ce que je dis que je suis. Voilà, comme avec une espèce de, de saturation, de, d'affirmation dans l'instant de quelque chose. Et il me semble que là, il y a quand même la mise à l'écart, le déni, c'est peut-être un grand mot, mais disons la mise un petit peu hors jeu, justement, de toute une démarche diachronique. Hein. Je suis ce que je dis que je suis, c'est quand même très synchronique, hein, c'est dans l'instant. Et comme s'il fallait cliver ça absolument de l'histoire, de la diachronie, alors qu'à chaque étape de son développement, il me semble que le sujet est le fruit du croisement hein, entre l'instant et l'histoire, le synchronique et le diachronique. Voilà, alors peut-être que cette évacuation de l'histoire, ben, c- il me semble que ça renvoie à une évacuation des positions psychanalytiques et notamment de ce que Freud a appelé la troisième blessure narcissique hein, de l'humanité. Alors, les résistances contre la psychanalyse existent depuis toujours, elles sont extrêmement fortes en ce moment.
ce petit texte de Freud sur une difficulté dans ou de la psychanalyse était quand même extrêmement intéressant, il ne faut pas l'oublier. Première blessure narcissique, la blessure copernicienne. La Terre n'est pas le centre de l'univers parce qu'il n'y a pas de centre, un univers infini. Deuxième blessure narcissique pour l'humanité, c'est la blessure darwinienne pour Freud. L'homme, c'est peut-être l'espèce la plus récente dans l'évolution, mais il n'y a pas de discontinuité. C'est un continuum avec le règne animal en général. Donc, l'être humain est un animal parmi d'autres animaux. Et troisième blessure narcissique, la blessure psychanalytique, qui dit au fond que le maître n'est pas le moi dans la maison, hein, et que nous sommes agis, guidés, poussés par notre inconscient, c'est notre étranger à demeure, comme dirait Julia Kristeva, et que nous ne pouvons pas décider de tout ce qui nous arrive. Alors, il me semble que là, c'est ce que je voulais dire, euh, l'évacuation de la psychanalyse et des psychanalystes, de tous ces débats sur la transidentité par les personnes concernées, me fait penser qu'il y a dans la psychanalyse justement quelque chose qui vient ramener l'inconscient et l'histoire, qui justement doivent être mis hors jeu par ce je suis ce que je dis que je suis maintenant. Bon, on pourra en débattre si vous voulez, mais ça me frappe quand même, je le redis. C'est la psychanalyse qui a en grande partie amené le concept de bisexualité psychique. Elle paraît très bien placée pour s'intéresser pour être utile dans ce genre de questionnement. Et alors, il se trouve que à propos de ce deuxième point, toujours évacuation de l'histoire et de la narrativité et prime au moment, prime à l'instant, il se trouve là que j'ai écouté il y a quelques jours une conférence extrêmement intéressante d'un historien, François Hartog, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, qui propose un concept qu'il appelle le présentisme, hein. Il y a le passéisme, il y a le futurisme, mais il y a aussi le présentisme, selon lui, qui est de tout mettre dans l'instant. Le passé n'éclaire plus le présent, le futur n'attire plus le présent, tout est dans l'instant. Peut-être que cette évacuation de la diachronie se retrouve aussi là, à propos de l'histoire et à propos de la psychanalyse. Et puis le troisième et dernier point que je voulais aborder ce soir par rapport à cette discussion, c'est d'ailleurs en lien avec l'histoire, c'est là aussi euh, repenser ouais, à la distinction que Winnicott nous propose entre le précoce et le profond. Hein, c'est tout à la fin de sa vie, alors excusez-moi, c'est en 58, ah non, c'est pas tout à fait la fin de sa vie, en 58, 57 ou 58, dans un article que Winnicott a écrit pour essayer de faire des liens entre l'observation directe des bébés et la psychanalyse. Dans cet article, il insiste sur la différence qu'il y a pour lui entre le précoce et le profond. C'est quelques lignes, bon, je ne vais pas les citer, mais enfin, qui sont assez émouvantes, où il dit, c'est à Paris, je crois, ou ailleurs, je ne savais plus très bien, que j'ai découvert que le précoce n'est pas le profond, qu'il faut toute une vie de maturation pour que le précoce devienne le profond. Le précoce, on pourrait dire au fond, le précoce s'observe, alors l'observation directe du bébé, alors que le profond se reconstruit et s'analyse. C'est Hélène Soares Labatte qui a trouvé cette formule que je trouve très, très juste. Le précoce s'observe ou s'éprouve et le profond s'analyse. Et Winnicott dit, mais quand on parle du profond, au fond, on remonte jusqu'à la troisième année, à la deuxième année, à la première année, mais pas beaucoup plus loin, parce que le précoce, il est couvert, chacun le sait bien, par l'amnésie infantile. Voilà, donc on ne retrouve que du précoce à distance, si je puis dire, dans l'après-coup de l'élaboration et de la transformation. Alors ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ces questions de transidentité, ces deux catégories sont assez intéressantes parce que je- il y a chez le bébé et chez l'adolescent la question de l'énigme. La question de l'énigme. Moi, je suis très sensible à la théorisation de Jean Laplanche et je vais pas la développer bien sûr ce soir, mais à propos du bébé, Jean Laplanche a sa théorie de la séduction généralisée. Il nous dit bien que pour le bébé, au début, l'énigme vient du dehors
elle vient des messages que la mère adresse au bébé. Il y a des messages autoconservatoires, mais qui sont clairs et conscients, mais il y a les messages sexuels que la mère émet à son propre insu et qui sont très difficiles à décoder, impossible à décoder par l'enfant, qu'il va intérioriser en attente de traduction ultérieure. Enfin, je pense que chacun connaît un petit peu cette théorisation. Bref, pour le bébé, dans le registre du précoce, l'énigme est extérieure à lui. Elle vient de l'objet primaire. Elle vient de la mère. Les soins maternels sont un mixte d'autoconservatoire et de sexualité. Et moi, je suis de plus en plus frappé par le fait qu'à l'adolescence, avec la puberté physique et puis la puberté psychique, Philippe Guton parle parfois de pubertaire à propos de la puberté psychique, eh bien, l'énigme va être en quelque sorte intériorisée. L'énigme ne viendra plus du dehors, elle vient du dedans lui-même. C'est-à-dire que les modifications du corps, l'apparition des caractères sexuels secondaires, les transformations de la puberté peuvent susciter de la haine, de la honte, du dégoût. Hein, on connaît tous le rapport au corps si difficile des anorexiques mentales rapport à leur corps. Bon, c'est le corps qui devient énigmatique, incontrôlable, immaîtrisable. L'énigme ne vient plus tant du dehors que du dedans. Et pareil pour les transformations psychiques. Les nouvelles façons de penser, l'adolescent aussi s'en étonne ou peut s'en inquiéter. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, il y a une espèce d'intériorisation de l'énigme qui était extérieure au bébé au début de la vie, à une énigme qui vient non plus du dehors, mais du corps lui-même ou du psychisme lui-même de l'adolescent. Voilà, et il me semble, enfin c'est en tout cas une idée que j'ai souvent quand j'écoute ces histoires de transidentité de genre, là, que on est bien obligé là aussi de refaire une place à l'histoire, hein, et que l'affirmation de je sais qui je suis ce que je dis que je suis, etc., fait trop abstraction de ce mouvement d'intériorisation de l'énigme. L'énigme primaire est précoce, la deuxième est profonde. L'adolescence est une reprise, un approfondissement, on pourrait dire, du précoce initial. Et je crois que les identités de genre trouvent leur place quelque part dans ce phénomène. Mais c'est un phénomène, c'est un processus développemental que peut-être certains veulent mettre de côté. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, Kevin, pour qu'on soit tous les deux disponibles pour la discussion. Et je vous remercie beaucoup Merci Bernard, merci beaucoup. à ce livre. Alors, nous avons 200 personnes qui sont connectées actuellement avec nous, donc j'espère que quelques-unes vont bien vouloir prendre la parole pour poser leurs questions et participer à notre échange de ce soir. Il vous suffit de lever la main ou d'activer vos micros. Vous Merci à savez, vous. Bernard, Dans le chat, il y a certaines questions, parce qu'il y a Fanny Cohen-Herlem que je vois là, oui, bonjour Fanny, voilà, qui nous pose une question, Kevin. Il me semble que la HAS interdit ce qu'elle appelle les thérapies de conversion en cas de demande de transition de genre. Vous voulez qu'on dise un mot de ça? oui, moi je sais pas enfin, je comprends l'intuition, je crois comprendre la question comme le rapprochement entre les transitions et les thérapies de conversion, c'est bien ça? Oui, non, c'est-à-dire que j'ai appelé ça thérapie de conversion, mais c'est pas tout à fait le terme employé. Mais la HAS a interdit, il me semble avoir lu cela, que dans les cas de demande de transition de genre, elle interdisait les psychothérapies qui empêcheraient, soi-disant, les jeunes qui faisaient cette demande d'accéder à une transition qui est importante pour eux. Alors, C'est quelque chose de cet ordre-là. je pense qu'il faut dire un mot là, Kevin, si je peux me permettre. Euh, Parce que c'est un débat, il y a une polémique là-dessus, hein. Personnellement, moi, comme d'autres, comme Daniel Marcelli, comme Antoine Perrier, par exemple, ils ont écrit plusieurs articles là-dessus dans la psychiatrie de l'enfant. Ils insistent sur cette idée que quand des adolescents viennent avec ce type de demande, je résume beaucoup, hein, leur pensée est plus nuancée, et qu'ils disent qu'il faut souvent les aider à supporter le doute à certains temps, Mhm. bien comprendre quelle est la nature de leur demande, pour bien comprendre eux-mêmes
quelle est la nature de leur demande. Et alors, c'est compliqué parce que justement, ils sont dans le présentisme, une instantanéité, et là, il s'agirait de leur donner le temps de penser. Et c'est vrai que dans certaines associations, personnes et associations concernées, on dit, mais au fond, vouloir absolument donner du temps de penser, c'est pour vouloir les persuader de renoncer. Et là, je voudrais vraiment être très clair, donner à ces adolescents le temps de penser, pour moi, ça n'est absolument pas essayer de les convaincre de changer de démarche, mais c'est leur laisser le temps d'être sûr que cette démarche correspond vraiment à ce qu'ils ressentent au fond. Alors, donc, je crois que parfois, il y a une accusation de thérapie de conversion euh, vis-à-vis de positionnement des thérapeutes qui ne sont pas des thérapies de conversion, qui sont prendre le temps de penser. Bon, l'époque s'y prête pas tellement, hein, c'est ça aussi. Mm. Et Peut-être c'est surtout que, la HAS, quoi. C'est ça qui me posait problème. Bah, je non, crois que mais je crois que la HRS a suivi là un certain nombre de critiques qui étaient faites justement à ce temps de pensée. Kevin voulait peut-être intervenir sur si ce je voulais point. dire, au fond, la trajectoire thérapeutique Hmm. avec les patients, elle clarifie vraiment que le fait que le but du travail thérapeutique n'est pas dans un résultat prédéterminé, ni dans un sens, ni dans un autre. Donc ça doit pouvoir fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y ait un temps d'élaboration, un espace psychique possible, mais sans avoir une vision préconçue de la santé psychique. Et je crois que ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que il est tout à fait possible aussi de laisser le temps à un adolescent de pouvoir affirmer sa demande. Je crois que ça veut dire ça aussi, Bernard, non? Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Dans les deux sens, absolument. Il y a Madame Anne-Gaëlle Duvauchel qui voudrait prendre la parole. On n'entend pas du tout On vous là. entend pas, on vous entend pas. Activez votre micro, Madame. Ça y est, voilà. Bon, merci pour toutes ces informations et ces réflexions très pertinentes. Euh, je vais poser une question sous un autre genre, un autre aspect. Le cas de Euh, livre. que penser de cette affirmation des personnes trans, des femmes trans, par exemple, qui dit, eh bien, une femme trans est une femme? Et dans la bouche de ceux qui disent cette affirmation, il serait transphobe de contester que un vieux mâle qui a gardé son anatomie, qui encore ressemble, bon, à peut-être pas grand-chose, mais qu'importe, eh bien que ce vieux mâle qui s'affirme trans est, du verbe être, une femme. Alors que répondre à ça et comment situer cela? Vous voulez y Qu'est-ce aller? qu'une femme? Joël. D'abord, je voudrais juste que vous précisiez le qui ressemble à pas grand-chose. Oui, excusez-moi, c'était très mal dit et je le retire. Je veux dire que dont l'aspect même, et ça n'a pas d'importance dans la question, on peut retirer ça, quel que soit son aspect, Ah, d'accord. voilà. Faut pas mélanger l'aspect, tout ça, ce serait effectivement transphobe et autres, et c'est très maladroit de, de mal traduire ma pensée comme Moi, ça. Non, simplement, je voudrais moi, savoir pour la propage qu'elle a, finalement, quelle est la définition de la femme à l'heure actuelle? non, mais il y a deux niveaux dans votre question. Bon, ce que je dis n'engage que moi, hein. Je ne suis pas sûr que Kevin pense forcément exactement la même chose que moi. Il s'exprimera aussi. Moi, je crois que le grand intérêt, si je puis dire, conceptuel de ces transitions de genre, c'est qu'elles nous montrent qu'il peut y avoir un découplage entre l'identité sexuée et l'identité de genre. Ça, je pense que c'est quelque chose de plus en plus sûr, ça, aujourd'hui. Que les choses ne sont pas binaires parce que l'identité sexuée est binaire. On a 46X ou on a 46XY, c'est comme ça, il y a pas tellement d'intermédiaires, sauf dans les ambiguïtés sexuelles qui sont rarissimes. Voilà, donc l'identité sexuée est très binaire, l'identité de genre, non. Elle est beaucoup plus fluide et et je crois que c'est tout ça, c'est un apprentissage progressif de la société sur le découplage entre l'identité sexuelle et l'identité de genre. Donc, de ce point de vue-là, euh, même si quelqu'un est tout à fait dans un corps qui correspond à 46 XY, par exemple, masculin, s'il se sent femme, qu'il le dit bon, que ça a pu faire l'objet éventuellement d'une vraie réflexion, bien sûr, c'est
je le reçois comme quelque chose de possible. L'inverse aussi, évidemment, hein. Kevin, je ne sais pas ce que vous Alors, diriez. moi, j'irai un peu plus loin que vous, Bernard. Même l'identité sexuée n'est pas univoque. Je pense, par exemple, vous avez cité Kristeva, Bernard. Ouais. Elle a imaginé tout un concept qui s'appelle le féminin transformatif. Mm, Très intéressant, qui au fond est l'idée que le rapport à soi d'une femme, mais d'ailleurs d'un homme aussi, n'est jamais une identification sans reste au féminin. mm, Elle consiste plutôt en identification par couche, avec des éléments composites et des métamorphoses successives, et non un tout unifié. Donc et de ce point de vue-là, je pense notamment aux travaux du sociologue Bernard Lahire, qui est très intéressant, qui travaille autour de la notion de pli et de pluralité, c'est-à-dire en montrant à quel point, y compris l'identité sexuée d'un homme ou d'une femme, y compris quand elle est cis, genre, hétéro, etc., n'est pas du tout univoque. Oui, Donc non, mais on s'est mal compris, Kevin. L'identité biologique est binaire. oui, bien sûr, mais Mais- ensuite les identifications se métamorphosent. Bon. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que, vous savez, c'est un peu la chanson de, je ne me souviens plus qui était cette chanteuse qui disait I am what I am. Ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'on soit trans ou pas, dans tous les cas, le conflit psychique habite la vie intérieure. Et ouais. Mais il est parfois, il est souvent évacué. Ça- J'espère que ça répond à votre question. Euh, Bonsoir. oui, Non? ah bon, bon, ben, je vais laisser passer. Ça Oui, répond pas vraiment à ma question. oui, Je dis en deux mots, Oui. moi je suis une femme trans, donc je sais de quoi je parle. Mm, Et je dis, je ne suis pas une femme. Et ça fait 20 ans hein, que j'ai fait mm, ma transition. Je dis, je ne suis pas une femme, non. Je suis une personne humaine plaquée femme, comme un bijou est plaqué or. Et je mm, pense que c'est beaucoup plus juste. Parce que me prétendre être une femme sans avoir le vécu biologique d'une femme, sans avoir été une petite fille, sans avoir eu mes règles, sans avoir risqué d'être enceinte, mm, etc., mm, sans avoir tout ça, et débarquer en tant que mâle chez les femmes, c'est effacer. Si je dis que je suis quand même, j'efface et je dénie toute leur mm, base biologique, tout leur vécu de leur corps. Je l'élimine pour dire qu'il n'y a qu'une chose qui mm. compte, qui est ce qu'on dit et non pas ce qu'on est biologiquement. Alors qu'on mélange les deux, c'est bien, mais qu'on élimine le biologique et le vécu par rapport juste à une parole et un ressenti, moi, je n'ai pas cette outrecuidance, je pense, et donc je suis juste plaqué femme. Oui. Écoutez, je ne peux que vous J'aimerais bien. évoquer au dernier chapitre du livre, Bonjour. qui s'appelle Les séductions de l'identité transgenre, où il est question de cette phrase très intéressante de Winnicott, qui dit qu'on ne peut pas considérer qu'il va de soi, effectivement, que la psyché loge dans le corps. Et Alessandra Lema fait un développement qui ira dans votre sens. Et à mon avis, vous aurez beaucoup de plaisir à lire le dernier chapitre qui vous touchera sans doute beaucoup. Bonsoir, je peux réagir? ah, bien sûr. Je peux réagir? Bonsoir. Namrani Soradja, c'est ça? Radija. Radija. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. Et Radija Lamrani Tissot. Absolument. Bonjour. Oui, ce que vient de dire Anne-Gaëlle est pour moi absolument juste, hein. Qu'est-ce qu'une femme, effectivement? Pourquoi cette question? Parce qu'effectivement, lorsque je reçois des jeunes, enfin des jeunes garçons, enfin préadolescents, ou des n'arrivent pas à dire ce que c'est. C'est toujours la question à un moment donné qui pose problème. C'est comme ça. Il y a quelque chose de c'est comme ça, hein. C'est comme ça et pas autrement. Je peux pas l'expliquer. Je suis née dans un corps de garçon, mais c'est pas le bon corps, hein. Donc, alors, il y a déjà ça qui m'interroge sur le fait que plusieurs enfants et adolescents disent la même chose. La subjectivité, elle est quand même euh, particulière, hein, je veux dire, en parlant de l'histoire. C'est quand même, je ramène, je dis les mêmes phrases, j'utilise les mêmes syntagmes nominaux, etc. Ça, c'est une première chose. Le terme transidentité, aussi en tant que psychanalyste, me fait réfléchir, puisque l'identité n'existe pas, mais les identifications, plutôt. Hein, revenir là-dessus, bon, vous l'avez. D'ailleurs, tout ce que vous avez dit, je trouve que c'est très bien amené, très bien annoncé. Mais la question, tout ce que vient de dire Anne-Gaëlle est pour moi fondamental, vraiment. D'autre part, il y a aussi ce que j'ai
pu voir dans mes séances avec les jeunes ados, alors c'est pas un problème du tout, mais c'est l'histoire de leur homosexualité aussi, qu'ils ne vivent pas bien non plus. C'est pour ça que lorsque vous parlez du temps du doute et du temps d'écoute, c'est évidemment très important. Hein, ça ne veut pas dire qu'on est. De toute façon, les psychanalystes ne sont pas là pour donner des conseils, hein, ni de dire ce qu'il faut faire de leur vie. Hein. Quelqu'un qui vient et qui souffre, on l'écoute. Hein, déjà, ça c'est très important. Donc, il y a quelque chose, moi, qui m'interroge dans l'histoire de la subjectivité, qui m'a l'air de plus être vraiment, attendez, une subjectivité. Et puis, de faire attention quand Anne-Gaëlle dit, voilà, je suis plaquée femme, attention aux constructions qui ont eu lieu depuis longtemps de ce que c'était sociologiquement un garçon, un mâle devenu garçon, et une femelle devenue femme, à qui on donnait des rôles bien définis. Hein. Parce que à chaque fois que mes adultes femmes trans viennent, c'est quand même outrageusement maquillé, les talons, les vêtements, etc. Est-ce que c'est ça être femme? C'est-à-dire, il y a toutes ces questions quand même qui sont très importantes à questionner. Et il ne s'agit ni de dire non, de dire pour ou contre, c'est pas du tout la question. Mais en plus de ça, je pense que le problème aussi, un des problèmes sociaux et économiques, qui est le capitalisme mondialisé, qui aussi va jouer un rôle dans ce phénomène actuel. Voilà. Merci Bernard, en tous les cas, et Kevin. Témoignage, en tout cas. Peut-être il y a encore, je ne sais pas Sylvain, il y a encore quelques minutes pour des Encore interventions. une minute, on a 5 minutes. Il y a encore quelques questions dans le chat, si vous les voyez, Bernard, notamment de la FCCC. Non, attendez, je la vois pas là pour l'instant. Et aussi encore de Madame Cohen-Herlem qui demande comment comprendre cette augmentation des demandes. Comment comprendre cette augmentation des demandes? Écoutez, je crois que là, il y a un seuil d'acceptabilité, mais enfin, il y a beaucoup de choses. D'abord, les demandes, elles se vivaient dans la souffrance. Enfin, peut-être que les patients souffraient auparavant, mais je crois que l'acceptabilité est plus grande, sociale est plus grande, et qu'au fond, on vit dans un contexte où le questionnement sur le genre est de plus en plus présent et que ça autorise peut-être davantage un nombre de demandes euh, hormonochirurgicales. Mais encore une fois, elles restent quand même faibles en valeur absolue. Il faut quand même considérer que ça reste des chiffres très faibles. Donc c'est intéressant de constater l'écart entre ce que les patients disent en consultation, puisque nous avons tous beaucoup de patients qui sont concernés, et en même temps, manifestement, rares sont ceux qui vont jusqu'au bout. Donc c'est bien, ça confirme bien l'hypothèse psychopathologique qu'on a fait, c'est-à-dire que c'est du registre du fantasme, de l'angoisse pubertaire, et que le temps peut parvenir à résoudre, ou en tout cas apaiser. Il y a deux questions effectivement dans le chat, Kevin, auxquelles il faudrait répondre. Euh, enfin, il y en a une à laquelle je voudrais répondre et l'autre, engager un dialogue avec Adélaïde Fulconis, si elle est encore là. Oui. Alors la première question, c'est contact AFCCC là. Y a-t-il des signes qui permettraient de repérer que la transition est psychiquement nécessaire pour le sujet? Je ne me sens pas de répondre à cette question-là. Justement, si la question, c'est pas des signes dans l'instant, c'est l'écoute dans un certain temps, dans une certaine temporalité. Et en écoutant un patient, quels que soient les problèmes qui sont les siens, je veux dire, on va les remettre dans un processus. Est-ce que c'est défensif? Est-ce que c'est pulsionnel? Est-ce que, ouais, je sais rien, chaque comportement a son sens, ses significations, sens, signification, sens, direction. C'est pas des signes au sens de signes somatiques ou même psychiatriques. Non, là, je dirais non. Il n'y a pas de signes qui permettent de repérer que la transition est psychiquement nécessaire pour le sujet. En revanche, dans l'écoute, on va pouvoir peu à peu, dans les bons cas, arriver à dégager la fonction de la demande et qui est, bon, de toute façon, respectable tant qu'elle est respectable. Adélaïde Fulconis, là, je ne sais pas si, oui, vous êtes là sur la mosaïque, là. Je vois que vous n'avez pas été tout à fait d'accord avec ce que j'ai dit, mais peut-être je l'ai mal dit.
Il faut qu'on arrive à se comprendre un tout petit peu. Vous dites dans le chat, merci de bien relever que l'identité sexuée n'est pas univoque. Mais non, vous ajoutez encore, l'identité physique n'est pas aussi binaire. Il existe quand même de nombreuses nuances à cette affirmation. Je crois que c'est par rapport à ce que j'ai dit quand j'ai dit que le découplage entre l'identité de genre, qui n'est loin d'être binaire, et l'identité biologique, génétique biologique, dont j'ai dit qu'elle était binaire XX ou XY. Peut-être que vous êtes pas vous ne semblez pas d'accord avec ça, mais ce serait intéressant qu'on en parle un petit peu là, si vous voulez bien. Euh, Écoutez, c'est un sujet très sensible pour moi, donc ça va être un peu compliqué de répondre de manière directe. Cela étant, je sais qu'aujourd'hui, plus on avance sur la recherche sur ce sujet, y compris, si vous voulez, en regardant toutes les composantes hormonales d'une personne qui peut avoir des désirs de transition, plus on se rend compte que son paysage physiologique est complexe. Voilà, je suis pas médecin, donc ça va être compliqué pour moi de vous donner des éléments à proprement parler médicaux et qui soient pas limités à ce qu'on appelle les personnes intersexes. Et qu'est-ce que c'est qu'une personne intersexe? Mais bon, il y a des nuances à apporter sur la binarité du physiologique, parce elle existe pour bon nombre de personnes et je pense que c'est important que ces personnes-là, si elles vous écoutent ou si certaines personnes qui les suivent vous écoutent, puissent être aussi considérées dans le paysage que vous décrivez. Voilà. Oui, ben, vous soulevez une question importante. Euh, ouais. Du point de vue génétique, au sens strict, est-ce que vous seriez d'accord quand même de dire que là, il y a une binarité dans notre espèce, XX ou XY? Mais Je pense qu'il y a certaines thèses, alors, attendez, j'ai pas fini je, ma phrase, j'ai pas fini ma Mm, phrase. Mais à mm, partir de là, et là, mm. sans doute, vous avez raison sur le plan biologique, sur le plan hormonal, là, il peut y avoir une expression différente et graduée de ces deux Mhm. phénotypes de base, disons. C'est le phénotype de base qui est binaire, mais ces expressions ne le sont pas. C'est ça que vous voulez dire? Pas tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous faites référence aux travaux de Anne Foster-Sterling sur les cinq sexes, par exemple? Par exemple, par D'accord. exemple. Écoutez, oui, c'est vrai que Bernard, il y a eu toute une recherche aux États-Unis qui proposait l'existence de cinq sexes dans un article où elle suggérait que la classification binaire des sexes était insuffisante pour rendre compte de la diversité biologique. On n'a pas abordé ce sujet dans notre ouvrage parce que ce n'était pas directement la question, euh, mais sans doute que dans l'après-coup, on pourra y réfléchir et retravailler à partir de ce texte-là. Moi, je n'ai pas une connaissance suffisante du sujet pour pouvoir m'avancer, mais je sais que vous faites référence, je suppose que vous faites référence à ce travail-là. Nous avons aussi Monsieur Thierry Gogol qui souhaiterait prendre la parole. Et ça sera la dernière question de ce soir. Oui, c'était plus une petite information puisqu'il y a eu une question un peu plus bas sur la haute autorité de santé et comme j'ai la chance de faire partie du groupe d'experts qui est en train de travailler sur les recommandations de bonnes pratiques pour les transitions des plus de 16 ans, je peux juste vous donner l'information qu'évidemment la HAS ne prône pas les thérapies de conversion déjà et d'une et que le groupe d'experts essaye d'avoir une position médiane, un peu comme celle proposée dans le livre de Bernard Gols et de Kevin Irige et de leurs contributeurs, et donc vous passez l'information que les recommandations tomberont le 1er avril, voilà, à peu près au début avril, voilà, et qu'elles concerneront les plus de 16 ans. Si. Alors nous espérons que cette présentation vous aura permis d'explorer les réflexions essentielles portées par Transition de genre. Ce livre ouvre des pistes de dialogue et de compréhension précieuses, et nous remercions chaleureusement Bernard Gols et Kevin Irige pour cet échange enrichissant. Merci à tous pour votre présence et votre attention. Je vous rappelle que lundi prochain, nous aurons un nouveau lundi d'RS autour de ces troubles qui nous troublent, les troubles du comportement dans la maladie d'Alzheimer et les autres syndromes démentiels. Ça sera avec Juliette Pellissier et Sophie Deholme. Merci à tous.